une dernière table ronde, un échange que j'ai baptisé « Regard croisé sur l'avenir des formations ». On va parler prospective avec donc des représentants des principaux établissements chargés de formation au métier des bibliothèques, mais aussi au métier des archives sur le territoire. Donc avec moi, de droite à gauche, enfin vu de mon point de vue, Claire Dennecker, qui est présidente de l'association du réseau des urfistes, des unités régionales de formation à la formation scientifique et technique. Elle nous dira, elle nous rappellera ce que c'est, peut-être pour celles et ceux qui ne le savent pas. Sophie Gonzalez, qui dirige donc le Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques de Bretagne, Pays de la Loire, et qui est présidente de l'association des directeurs de centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques et de la documentation. Dominique Lagrange, qui est directeur adjoint de l'INET, CNFPT, qui nous parlera donc de la formation des territoriaux, en particulier les conservateurs de bibliothèques, mais pas seulement. Jean-Michel Legnaud, qui est directeur de l'École nationale des chartes. Et enfin, Philippe Barba, qui est directeur de l'Institut national du patrimoine. Voilà, je ne donne pas de détails parce qu'elles vont vous les donner. Donc, je vais leur proposer dans un premier échange de présenter en 6-7 minutes, faites attention parce que je suis très sévère sur le temps, comme tout le monde l'a remarqué, d'exposer le cadre de votre action, le statut de votre école ou votre organisme, la structure de celui-ci, ou de l'organisation en réseau pour les réseaux, et surtout de l'organisation du contenu et de l'organisation de vos formations. Alors c'est un terrible défi parce que je vous demande de dire beaucoup en peu de temps, mais je pense que vous saurez synthétiser et nous donner l'essentiel. Donc je vais commencer, alors si... pardon mesdames, parce que normalement je devrais vous faire parler en premier, hein, mais en fait on va essayer d'adopter un ordre un petit peu différent, qui est en quelque sorte un ordre logique. On va commencer par l'amont, c'est-à-dire par l'école qui forme en amont, effectivement, les étudiants et étudiantes qui vont ensuite se présenter à des concours nationaux. Et par ailleurs, c'est l'école la plus ancienne, c'est l'École nationale des chartes. Donc à tout seigneur, tout honneur, Jean-Michel Legnaud, c'est vous qui parlez en premier pour présenter en 6-7 minutes l'École des chartes. Merci beaucoup. Je commencerai par une image d'historien de l'architecture. L'École des chartes, qui est un grand établissement, appartient à l'établissement public de coopération scientifique Campus Condorcet, qui est en train de construire une bibliothèque, la bibliothèque des temps nouveaux, le grand équipement documentaire. Le concours a été remporté par l'architecte Porte-Zampar, une des stars de l'architecture contemporaine, et j'ai été frappé de constater dans le projet qu'il a remis, le projet lauréat, que les formes de cette architecture sont celles que l'on trouve dans l'architecture antique, dans l'architecture classique, dans l'architecture néoclassique, c'est-à-dire une grande barre horizontale qui vient régner et qui montre traditionnellement, qui donne symboliquement la présence de l'ordre et de l'organisation. J'étais très surpris de ce choix s'agissant de la bibliothèque des temps futurs, de la bibliothèque qui est censée aller du côté de la dématérialisation. Et j'en ai conclu, c'est pourquoi je commence ainsi, en disant que dans le fond, les bibliothèques ne sont pas encore vraiment sûres d'elles-mêmes, ce qui est tout de même un paramètre à prendre en compte s'agissant des formations, puisque il faudrait tout de même commencer par privilégier un objectif avant de garantir les modalités d'exécution. Je voudrais dire aussi que je suis tout à fait en phase avec ce que disait ce matin mon collègue Claude Patria lorsqu'il évoquait la dimension scientifique du métier, la nécessité de conduire à une capacité d'adaptation, lorsqu'il parlait de l'université professionnelle dans la diversité des tâches, et qu'il stigmatisait la robotisation bureaucratique. Je trouvais cette expression tout à fait adéquate. L'école des chartes, qui est donc effectivement, ça vient d'être rappelé, une vieille dame, et dans son enseignement est depuis
depuis longtemps écartelé entre deux objectifs, un objectif scientifique et un objectif professionnel. Cet objectif scientifique, il est d'autant plus marqué que l'école a voulu se détacher de l'instrumentalisation qui lui avait été donnée, c'est-à-dire une instrumentalisation politique depuis la monarchie de Juillet, de l'aider à concourir à l'unité nationale, et elle a revendiqué l'objectif de construire un discours scientifique autonome. Et parallèlement, il s'est agi, c'est arrivé surtout à la fin du 19e, début du 20e siècle et dans les années 30, il s'est agi de conduire les élèves à un objectif de professionnalisation, d'utilisation directe par le service public. S'agissant des bibliothèques, cette professionnalisation s'est elle-même dupliquée en quelque sorte. D'un côté, les bibliothèques savantes, et je fais une courte parenthèse là aussi, j'étais très impressionné d'apprendre que le département des manuscrits rassemble 20 conservateurs, c'est-à-dire plus que le musée d'Orsay, 17, a fortiori plus que le château de Versailles, 14. C'est-à-dire l'importance tout de même de ces structures. La BNF rassemble déjà de très grands musées à l'intérieur de cette énorme structure que la BNF qu'elle constitue. Et de l'autre côté, cet objectif professionnel qui s'est défini très rapidement en direction du service public, de la lecture publique et même des bibliobus. Et maintenant, on sait très bien comment les choses se sont faites. C'est un groupe d'élèves qui étaient issus de la haute société protestante et qui, à la fois grand bourgeois tournés vers l'éducation et socialistes, a cherché des solutions du côté de la lecture. L'école aujourd'hui, elle est porteuse de tout cet héritage et elle essaie de faire le grand écart entre tout cela et de le maintenir. Alors comment? Eh bien, en essayant, c'est pour ça que je rappelais le propos de Claude Patria, en essayant de garantir un socle de formation commune et collective le plus épais possible, car s'il n'y a pas de ce socle épais au départ, toute tentative de spécialisation s'effondrera et conduira à simplement le futur l'élève à être un professionnel qui se contentera d'être uniquement dans la sphère de l'instrumentalisation, ce qui guette toujours tout professionnel, puisque l'instrumentalisation en plus est extrêmement éphémère. Et elle cherche aussi à essayer de garantir une ouverture la plus large possible dans tous les secteurs du patrimoine. Et ceci, je dois le dire aussi, l'école aujourd'hui est peut-être le seul lieu le plus singulier dans le panorama universitaire actuel, puisque l'école couvre la totalité des patrimoines, et c'est l'unique institution qui le fasse, depuis l'archéologie jusqu'au dématérialisé. Alors, à ce stade, c'est donc un premier élément de réponse. J'ai peur de me faire rattraper par le temps. Il y a encore 3 minutes. Donc, c'est l'objectif de l'école est d'essayer de garantir tout cela. Et nous avons entrepris récemment, avec l'appui du Conseil scientifique, une rénovation d'un certain nombre d'enseignements, s'agissant des bibliothèques, mais aussi s'agissant des autres secteurs, pour ne pas se contenter des enseignements diffusés de façon théorique et un peu pratique aussi à l'intérieur de l'école. Je dis un peu pratique parce que l'enseignement de l'histoire du livre se fait en présence de l'objet, selon une méthode à la fois très ancienne et très moderne. L'enseignement en présence de l'objet, ça ne se trouve qu'à l'école du Louvre aujourd'hui. L'université ne le fait absolument pas. Et donc, nous avons développé une politique de formation sur le terrain, directement, par des stages, de façon à immerger le jeune élève. Là aussi, c'est une singularité de l'école, c'est que l'élève arrive à l'âge de 20 ans, alors que dans la plupart des écoles ultérieures, l'âge est plutôt 23, 24, 25 ans, sinon plus. Donc à l'âge de 20 ans, l'immerger d'emblée dans le contexte professionnel, dans l'idée que le futur lieu de travail et la relation avec les professionnels lui permettront
d'asseoir plus pleinement les connaissances dont il aura besoin. Dernier mot, puisque le président me regarde, nous avons voulu aussi faire en sorte que le regard de l'élève puisse être aussi un regard en creux. C'est-à-dire qu'il ne concerne pas seulement le secteur des bibliothèques, qui serait le sien s'il comptait devenir conservateur des bibliothèques, mais qu'il sache aussi ce qui se passe ailleurs. Par exemple dans les archives, par exemple dans les musées, de façon, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, de façon que ultérieurement, et malgré la spécialisation des tâches, eh bien, il soit capable de concevoir ce que l'administration de l'État ne le fait pas, une unité patrimoniale, car en tant que chercheur de haut niveau, aux fonctionnaires du secteur patrimonial, il lui appartient d'avoir une idée sur la gestion patrimoniale, la gestion de ce service public patrimonial. Merci beaucoup, Monsieur Legnaud, pour cette synthèse, cette présentation. Alors, on reviendra sur beaucoup de points que vous avez mentionnés auparavant. Je voulais signaler au passage qu'il y a beaucoup plus de visiteurs, ou plutôt beaucoup moins de visiteurs au département des manuscrits qu'il y en a au musée d'Orsay et encore moins à Versailles. Il ne faut surtout pas dire ça à un économiste, s'il compare avec le nombre de conservateurs. Vous avez parlé de l'unité patrimoniale et je pense que c'est une bonne transition pour présenter l'Institut national du patrimoine, puisqu'en fait, l'Institut national du patrimoine, qui est plus récent, et Philippe Barba va peut-être nous rappeler dans quelles circonstances il s'est créé, a en fait comme objectif aussi de réaliser dans la formation des futurs conservateurs cette unité patrimoniale. Donc, si vous voulez bien, Philippe Barba, nous présenter l'INP et les formations de l'INP. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à être présent aujourd'hui à l'invitation de Yves Alix et puis de m'adresser à une assemblée que je devine très majoritairement constituée de professionnels des bibliothèques, profession amis, profession sœurs, évidemment, des professions du patrimoine, et donc c'est vraiment très agréable pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui. Alors l'Institut national du patrimoine, effectivement, c'est une école beaucoup plus récente que l'École nationale des chartes, dont j'ai eu l'honneur également d'être un élève, et d'être un élève d'ailleurs de Jean-Michel Legnaud pendant quelques années. Et donc c'est une école, vous savez, qui forme en fait à deux métiers, au métier de conservateur du patrimoine et au métier de restaurateur du patrimoine. La formation des restaurateurs, j'en dis quand même un mot, c'est une formation en 5 ans et à l'issue de laquelle nos élèves se voient délivrer un Master 2 donc, et qui leur donne l'exclusivité d'intervention sur les collections des musées de France. Il y a, comme formation de ce type, 3 autres formations en France, à Tours, à Avignon et à Paris 1. Mais c'est également une formation dont nous sommes très, très fiers. Et puis, il y a donc la formation des conservateurs qui nous intéresse peut-être plus directement aujourd'hui. Donc, formation créée en 1990, dans un contexte effectivement assez différent de celui de la création de l'École des Chartes, contexte où l'État et les collectivités territoriales voulaient se doter finalement de professionnels hautement qualifiés sur le plan intellectuel et scientifique, et c'est la réalité des conservateurs de l'époque, et ça le demeure aujourd'hui grâce notamment à des institutions comme l'École des Chartes, et qui soient aussi capables, je dirais, d'affronter les réalités du terrain dans leur lieu d'exercice professionnel, dans toute sa diversité. Donc vous savez que nous formons en effet plusieurs spécialités. Nous formons des conservateurs de la spécialité musée, de la spécialité archives, de la spécialité archéologie, de la spécialité monuments historiques et inventaires, et de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel. Donc cette formation se déroule sur une durée de 18 mois, c'est une formation d'application d'après le statut même de l'INP, je reprends les termes du décret fondant l'INP, et c'est une formation qui est d'ailleurs par certains côtés voisine de celle de l'ENSIB, avec des objectifs très, très proches. Il y a cette spécificité aussi de la formation à la fois des fonctionnaires de l'État, des élèves fonctionnaires de l'État et des élèves fonctionnaires de la fonction publique territoriale. C'est une formation que nous partageons
avec nos collègues et amis du Centre national de la fonction publique territoriale, qui fait que nos élèves territoriaux passent du temps également, beaucoup de temps, et c'est extrêmement utile et précieux, avec leurs collègues à Strasbourg, et notamment certains d'entre vous, sans doute ici présents, au sein de l'INET. Alors l'équilibre général de cette formation, c'est une formation qui se répartit à peu près également en une période de stage et une période et des périodes de cours, 9 mois, disons. C'est une formation qui a été très inspirée, il faut bien le dire, hein, pour revenir un peu à des considérations historiques, de celle de l'École nationale d'administration. L'idée, c'est de faire du stage dit de spécialité, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on appellerait le stage en préfecture pour les énarques, le cœur, je dirais, de la formation, c'est-à-dire le moment où un élève conservateur va se trouver avec un maître de stage, avec quelqu'un qui va le guider, qui va lui transmettre les savoir-faire professionnels indispensables, et dans un environnement de travail qui va l'amener à prendre un certain nombre de responsabilités avant de passer à l'exercice professionnel proprement dit. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'équilibre général sur les parties théoriques, donc les 9 autres mois, j'allais dire. Les enseignements sont d'une part des enseignements qui tiennent à des matières générales de gestion des services publics, le droit, en l'occurrence droit appliqué au patrimoine, la gestion publique, la gestion des ressources humaines, le management. Je reviendrai dans la suite sur les innovations que nous avons apportées en 2016 à cette formation. Je pense qu'on en aura l'occasion. Et puis également, et bien sûr c'est tout aussi indispensable, des formations métiers, c'est-à-dire il y a aussi des enseignements de spécialité pour chacun des métiers. Moi je suis un ancien élève également de l'Institut national du patrimoine, qui était à l'époque l'École nationale du patrimoine, et donc j'étais dans la spécialité archives, et donc nous avions à l'époque, et nous étudions toujours, des enseignements de spécialité qui leur apprennent, pour des conservateurs d'archives, à faire un inventaire d'archives et à classer un fonds, pour des conservateurs de musées, à travailler sur les objets et les collections, et on peut décliner ça à l'ensemble des spécialités. Donc avec comme objectif pédagogique finalement de doter, et c'est le propre d'une école d'application qui doit avoir à la fois l'ambition et je dirais la modestie d'avoir cet objectif-là, c'est de doter des esprits, il faut bien le dire, brillants, des étudiants brillants, puisque comme vous, hein, c'est le même profil, ce sont des concours extrêmement sélectifs, de les doter, d'enrichir leur spectre de capacités, leur éventail de capacités, et de les doter de tous les atouts qui leur permettront finalement de bien réussir dans cet environnement professionnel flexible, collectif. Je crois que ça a été évoqué par la précédente intervenante. Ces métiers ne sont pas des métiers solitaires, ce sont des métiers qu'on fait en commun, en groupe, où il faut savoir partager, où il faut savoir motiver, entraîner, parler à des hiérarchies, à des interlocuteurs internes et externes. Et donc c'est ça l'ambition, je dirais, de cette scolarité de manière très synthétique. Merci. À l'issue de leur scolarité, les élèves reçoivent un diplôme. Absolument, oui, tout à fait. Un diplôme qui est un diplôme de conservateur du patrimoine. Donc nous sommes dans le système classique de la fonction publique française, enfin le même que pour celles et ceux d'entre vous qui sont élèves fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un diplôme et ils sont... ce qui fait leur entrée dans la carrière, c'est la titularisation dans le corps ou le recrutement dans le cadre d'emploi de la fonction publique territoriale pour ceux qui appartiennent à cette fonction publique. Merci. Alors, on parlera un peu après de la fonction publique territoriale. Je voudrais qu'en fait, on revienne un petit peu en amont, c'est-à-dire aux formations qui, souvent, sont dispensées à des étudiants avant qu'ils se présentent à des concours. Alors, je me tourne vers Sophie Gonzalez pour lui de poser deux questions. Qu'est-ce qu'un CRFCB et que fait-il ? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes structuré et le réseau de quand date-t-il et quelle formation vous dispensez? Ça a été déjà dit en partie, hein, mais peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, bref rappel. Hein. Merci.
Merci. Donc, en effet, ce sera un bref rappel, puisque Christophe Pavlidès, qui intervenait hier, vous a déjà donné des éléments, mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, les centres régionaux de formation carrière dits bibliothèques, il y en a 12 en France, avec un centre qui est sur 2 sites, Lyon et Grenoble. Ils existent depuis 30 ans, puisqu'il y a eu un appel d'offres du ministère en 1986. Et effectivement, des conventions ont été signées avec les universités à l'époque, entre le ministère, les universités et le ministère de la Culture, et ça, Christophe l'a rappelé hier. Alors, effectivement, j'enregistre la question sur les formations initiales, puisque nos missions, voilà, nous pouvons être amenés à participer à ces formations initiales, mais nos missions sont essentiellement la préparation des concours, la formation continue des personnels, les stages, on en a parlé, hein, les stages intra, les stages plus sur catalogue, etc. Une mission dont on a peu parlé, en fait, je pense hier, c'est l'information, le conseil, l'orientation vers les métiers des bibliothèques. C'est-à-dire que les centres sont en première ligne pour accueillir, repérer tout futur candidat potentiel, futur professionnel des bibliothèques. Beaucoup de projets actuellement de réorientation, beaucoup d'interrogations justement sur les parcours possibles, qu'on ait eu une formation qu'on appelle nous généraliste, par exemple un master en lettres, en histoire, ou pourquoi pas en droit ou en sciences. Et ensuite, des personnes qui finalement ne souhaitent pas s'orienter vers l'enseignement ou souhaitent se former au métier, ou vraiment des réorientations, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont eu un premier parcours. Ça, on en a un petit peu parlé, et c'est vrai que c'est beaucoup notre public actuellement. Des parcours de libraires, d'éditeurs, et ça c'est un mauvais signe pour l'état de santé de la chaîne du livre aujourd'hui. Mais aussi d'autres parcours plus atypiques. Et c'est vrai que nous, on a eu vraiment de beaux parcours, de belles réorientations. Je pense notamment à une candidate qui avait un premier parcours en librairie et qui effectivement a réussi le concours de conservateur territorial, après s'être formée par une licence pro, elle avait déjà un master, etc. Et ensuite, on l'a accompagnée dans sa préparation du concours. Donc, c'est je dirais presque des tranches de vie qu'on voit passer, mais pas seulement, puisque on renseigne d'abord sur effectivement le métier. Ensuite, on accompagne pour le choix, enfin, le conseil du diplôme qui pourrait paraître pertinent au regard de la situation individuelle. Ensuite, on accompagne dans les préparations concours et on revoit les gens en formation continue. Donc je crois que le continuum dont Yves parlait hier, il me semble, et qu'il appelait de ses voeux, nous on le vit en fait dans les CRFCB, et je pense que c'est l'une de nos grandes forces. C'est-à-dire que par rapport aux universités où nous sommes implantés depuis désormais longtemps, universités ou communes, hein, je n'oublie pas les collègues qui sont dans les communautés d'université. C'est vrai qu'on a eu le temps de se positionner, de coopérer avec nos collègues qui sont en charge des formations diplômantes. Alors, il y a des CFCB qui délivrent des formations diplômantes, des formations certifiantes, et donc on a des propositions qui tiennent surtout à l'organisation, je dirais, géographique du territoire, et qui tentent d'y répondre au mieux. Bien sûr, nous n'oublions pas que vont devenir les collègues ensuite. Est-ce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi ensuite? Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui vont permettre aux collègues, beaucoup souhaitent démarrer comme contractuels, hein, on le voit dans les concours même externes, il y a beaucoup de collègues qui sont contractuels, puis ensuite effectivement passer les concours. Et voilà, selon les centres, bien sûr que dans des grandes villes comme Lyon ou Paris, il y a beaucoup plus d'offres pour ensuite démarrer dans le métier qu'en province, c'est évident. Merci. Alors j'ai une question complémentaire, Sophie. Oui. À quel concours préparez-vous?
Alors, en fait, on prépare tous les concours des bibliothèques. Voilà. C'est-à-dire, on prépare autant aux concours territoriaux catégorie A, B, C qu'aux concours d'État catégorie A, B, C. Et parfois, on nous demande des renseignements sur comment être en poste dans la fonction publique hospitalière, même si c'est plus atypique, ou comment travailler dans les bibliothèques de prison, ou comment monter une bibliothèque associative. Mais voilà, ça fait partie, ça, de... Non, mais ce que je voulais vous entendre préciser, c'est que vous êtes effectivement un organisme, des organismes implantés dans les universités, mais que vous préparez des concours, y compris des concours, y compris aux concours territoriaux. C'est-à-dire que la préparation au concours de conservateur peut être suivie par des gens qui vont ensuite s'inscrire au concours de conservateur territorial. C'est pour ça que je précisais, je donnais un exemple pour le concours de conservateur territorial. Alors bien sûr, je parle de l'externe, hein, je n'oublie pas que le CNFPT prépare bien sûr au concours interne, mais nous préparons à tous les concours des bibliothèques, fonction publique d'État, fonction publique territoriale, catégorie A, B, C, donc vraiment l'ensemble du métier. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant d'en venir à la territoriale, je voudrais en fait me tourner vers Claire Denecker parce que donc elle représente ici le réseau des urfistes. Supposons que je ne sache pas ce que sont les urfistes, j'aimerais qu'elle nous le dise. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a 7 urfistes, sauf erreur de ma part. Il y en a 7 en effet. Et il y en a un à l'École nationale des Chartes. Voilà, donc les urfistes. Alors, je voudrais remercier tout d'abord Ivalix et son équipe pour m'accueillir aujourd'hui et me donner la possibilité de vous faire part de ce qui nous occupe et nous préoccupe dans les urfistes en matière de formation à l'IST. Parce qu'en fait, il s'agit de ça, c'est-à-dire que ces unités régionales de formation, elles sont au nombre de 7. Elles sont implantées dans 2 grandes villes et couvrent l'ensemble du territoire français et ont pour mission de former aux problématiques de l'information scientifique et technique les personnels des universités et du monde académique. Et nous travaillons à ce jour en direction de 3 publics cibles, que sont les enseignants-chercheurs, les doctorants et les professionnels de l'information. Alors, je dirais que la formation des bibliothécaires n'est pas le cœur de métier des urfistes. Mais nous les accueillons dans nos stages très très volontiers. Il m'est difficile de vous donner des chiffres exacts parce que quand nous accueillons les professionnels de l'information scientifique et technique, nous voyons venir des bibliothécaires, des personnes de toutes catégories, mais aussi des documentalistes qui travaillent dans les labos, des personnes qui sont chargées par leur direction de manager des fonctions d'IST sans pour autant en avoir un statut dans ce sens-là. Donc nous pouvons accueillir des personnes qui sont ingénieurs de recherche, secrétaires de labo. Voilà. Ce qui fait la spécificité, je dirais, des urfistes, c'est qu'elles se focalisent sur une thématique spécifique. Et peut-être je voudrais ajouter aussi que cette question, nous sommes très attachés à cette question de la mixité. Donc la mixité des publics, je viens de vous en parler, mais la mixité des compétences. Les urfistes sont de toutes petites structures. Nous sommes 3 dans chaque unité. L'équipe de Paris est doublée, ce qui correspond à une quinzaine de formateurs. Et ces formateurs, ils sont soit enseignants-chercheurs, soit conservateurs de bibliothèques. Donc nous avons une culture professionnelle mixte. Nous ressentons aujourd'hui l'importance d'ouvrir nos compétences peut-être vers d'autres types de métiers comme l'informatique ou l'ingénierie pédagogique, mais peut-être en sera-t-il question un peu plus tard. Absolument, et merci d'avoir insisté sur ce dernier point, la mixité de la culture professionnelle. Évidemment, une école comme l'ENSIB, qui est à l'université et qui forme des professionnels des bibliothèques, ne peut qu'y être très très sensible. Alors, parmi les établissements nationaux, assez récents finalement, qui préparent aux carrières des bibliothèques et de la des bibliothèques plutôt, il y a l'Institut national des études territoriales qui est un service du CNFPT. Donc Dominique Lagrange, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la structure, CNFPT, INET, et éventuellement en disant un mot des instituts nationaux spécialisés et des formations qui sont dispensées par l'INET? Formation initiale, et puis peut-être aussi parler un peu de la formation continue. Dans un premier temps, on aura l'occasion d'y revenir ensuite.
faut que j'appuie sur le bouton, voilà, ça marche mieux. Voilà, donc l'INET, un des 5 instituts de formation des cadres de la fonction publique territoriale, et donc structure du Centre national de la fonction publique territoriale, organisme qui a été créé à l'occasion des grandes lois de décentralisation pour mutualiser les moyens de la formation des 1,8 million de fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Donc une organisation générale du CNFPT qui est ces 5 instituts, avec évidemment un siège, et puis 29 délégations, donc une délégation régionale par ex-région. Ces délégations régionales se mettant tout doucement à fonctionner en interdélégation pour coller à la nouvelle géographie des régions. Alors l'INET, c'est une jeune dame, hein, enfin c'est un jeune monsieur, pardon, créé en 97 avec la création, avec la mise en place du concours d'administrateur territorial. Mais il faisait suite à une structure qui existait déjà, qui formait en fait ce qu'on appelait les secrétaires de mairie. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. C'est qu'à l'époque, dans les années 85-90, les gens qui pilotaient ce centre des personnels de formation des personnels communaux souhaitaient renforcer cette fonction de direction des collectivités. Et donc avaient construit un modèle qui est le cycle supérieur de management, qui continue à exister dans le cadre de la formation continue et qui aboutit à un Master 2. Donc la façon de penser la formation des administrateurs et par voie de conséquence des autres publics élèves de l'INET vient de la formation continue. Elle est résolument une formation de professionnalisation où on part du principe que le concours vérifie des fondamentaux, les requis nécessaires pour exercer la fonction. Et l'essentiel des 18 mois de formation va être construite sur la capacité à occuper ces postes de direction, donc à savoir agir en situation au niveau des équipes de direction. Cette formation est, comme la plupart, je crois, en alternance avec à peu près la moitié du parcours. Donc le parcours, c'est 18 mois de formation, la moitié du temps en stage. Et la formation vise essentiellement 2 volets, le pilotage, la conception et pilotage des politiques publiques, et puis tout le volet managérial et pilotage des ressources des collectivités. Alors l'INET s'est doté d'un projet en 2015, donc c'est assez récent, qui renforce évidemment ses missions de mise à disposition des collectivités d'équipes de direction formées à un haut niveau, et en orientant l'INET vers une école interfilière et interprofessionnelle. Dans le même temps, la formation des conservateurs de bibliothèques était rattachée à l'INET. Et la dernière pierre de l'édifice qui vient d'être annoncée, enfin les décrets ont été publiés au mois de mars, crée le cadre d'emploi des ingénieurs en chef avec un statut d'élève ingénieur pour la formation initiale. Donc nous aurons bien 3 publics en formation initiale, public A+, constitutifs des équipes de direction des collectivités. Je reviendrai sur les enjeux que ça pose peut-être un peu plus tard dans le débat. Département de formation continue, donc 3 cycles, un master, cycle supérieur de management, un cycle en direction un cycle de direction générale, donc pour les cadres en posture de direction générale confirmée, et puis un cycle de perfectionnement des DRH de grandes collectivités. Et puis une offre de 80 modules, à peu près 150 sessions par an, sur les grands champs de l'action publique, tant en termes de management que de pilotage des politiques publiques, que de développement managérial des agents. Peut-être une particularité sur les INSET, donc, et je vais commencer par les pôles de compétences. Nous avons au sein de ces instituts et plus largement au sein du CNFPT, quelque chose qui est un peu notre recherche-développement. Ce sont des pôles de compétences. Ce sont des agents du CNFPT qui ont une mission de veille, d'observation des métiers, des politiques publiques,
cette mission de veille se transforme ensuite en préconisation sur l'offre de formation qui va être dispensée dans l'ensemble du grand CNFPT. Donc cette mission est importante parce que ça nous donne des orientations et ça guide les responsables formation dans l'offre qui est mise en place dans l'ensemble des structures. À ajouter aussi que ces pôles ont une mission d'expérimenter des nouvelles formations, donc on est bien un petit peu dans le renouvellement de l'offre en permanence. Et puis elle anime des réseaux d'experts externes et des réseaux de référents formation internes. Donc une espèce de porosité entre l'externe et l'interne qui permet de nourrir les formations par la perception de l'évolution des métiers ou de l'action publique. Donc voilà peut-être dans les grandes lignes ce que je peux vous dire sur l'INET. Je pense qu'il y aura d'autres sujets. Oui, il y aura beaucoup d'autres questions, bien sûr. Pour préciser peut-être quelques éléments de volumétrie, une promotion d'administrateur, une promotion de conservateur du patrimoine, une promotion de conservateur de bibliothèque, c'est combien d'élèves 50 élèves administrateurs par an, avec évidemment des temps de chevauchement qui font que notre maison est bien pleine. 17 conservateurs de bibliothèque, et je crois à peu près le même nombre en patrimoine. On est sur plutôt un peu moins. Oui, un petit peu moins. Là, on a eu des années où c'était de cet ordre-là, et là, les 2 dernières années, c'est plutôt une dizaine, et donc on ajoute à ça entre 20 et 30 élèves État qui sont à la fois externes, internes et tours extérieurs aussi. Merci. Combien de chartistes? Il a entre 20 chartistes par an depuis 5 ans. Et donc à l'ENSIB, que je n'ai pas présenté, mais je pense que c'est superflu. Donc on a 42 élèves conservateurs pour la promotion qui est entrée en janvier et 28 pour la promotion qui va sortir. Les 42 se répartissant quand même maintenant sur 5 voies d'accès, concours externe, concours interne, concours réservé aux élèves de l'école des Chartes pour 10 postes. Examen professionnalisé réservé dans le cadre de l'application de la loi Sauvadet et enfin les promus, c'est-à-dire effectivement les bibliothécaires promus conservateurs. Bien, ne sont pas présents à la tribune, on ne pouvait pas élargir indéfiniment et puis par ailleurs il y avait des questions de disponibilité. D'une part, l'INTD, parce que je ne voudrais pas l'oublier, l'Institut national des techniques documentaires qui est rattaché au CNAM et qui forme alors, sauf erreur de ma part, mais Nathalie Berriot corrigera si je me trompe, sur un cycle de 2 ans au diplôme de documentaliste. C'est bien ça. Donc, qui est effectivement un partenaire très important et très actif pour nous, mais Ghislaine Chartron, la directrice de l'INTD, ne pouvait pas être présente aujourd'hui, malheureusement, elle vous prie de l'en excuser. On a eu la directrice des études de l'école des bibliothécaires documentalistes à Paris, dans le cadre de l'Institut catholique. Donc je la considère comme présente parmi nous. Je voulais inviter aussi les IUT, puisque les IUT sont importants, puisqu'en fait ils assurent un premier cycle de formation, souvent, qui est la porte d'entrée dans les préparations au concours ou les formations qui suivent en deuxième cycle. Mais il n'y a pas de représentants des IUT. Voilà, ils n'ont pas constitué de réseau comme a su le faire, comme ont su le faire les centres régionaux de formation au carrière des bibliothèques. Alors justement, Sophie, un mot supplémentaire parce que vous n'avez pas parlé du réseau des CRFCB. Oui, en effet, nous sommes constitués en réseau depuis 2011. Cette date correspond à en fait une nouvelle organisation pour les CRFCB, puisqu'en lien avec l'autonomie des universités, on nous a demandé de nous organiser. Le ministère a souhaité se désengager d'une part de la subvention pédagogique, et c'est vrai que nous avons chacun dans nos territoires trouvé des solutions en interne pour poursuivre notre activité, mais l'une de nos réponses a été aussi de nous engager en association. Donc une association jeune qui a 5 ans, qui est extrêmement active. Alors elle s'appelle AD-CRFCB, vous avez compris, en lien avec toutes les associations professionnelles qui commencent par AD. Et il y en a tout de même plusieurs. Mais il s'agit vraiment d'une association
d'établissements, de structures. Et je tiens d'ailleurs à remercier, puisque les 2/3 des centres sont présents lors de ces estivales, donc mes collègues sont là en force. Et nous aussi, comme les urfistes, nous avons de petites équipes, un tout petit peu plus importantes, ça dépend des centres. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus parlé, peut-être qu'on aura l'occasion de le faire, des compétences que cela demande, de justement être en charge de la formation des collègues, des futurs professionnels ou des professionnels. Et moi, je tiens à saluer justement l'esprit réseau que j'ai trouvé lorsque j'ai pris la présidence de l'association, et la volonté de tous les collègues vraiment de travailler ensemble. Alors, c'est une structure légère puisqu'il n'y a que 12 centres, mais voilà, il y a une activité réelle en commun, malgré nos implantations et nos divergences du fait de la volonté de s'implanter le mieux possible dans nos universités. Alors après, historiquement, le dossier le plus ancien, je dirais que c'est les préparations des concours en réseau, dont la plateforme se situe à Nanterre, à Médiadis, mais qui est vraiment une œuvre collective. Et puis, nous avons commencé à travailler sur d'autres dossiers, par exemple en formation continue sur la transition bibliographique. Aux Journées Abbesse, nous avons eu l'occasion de présenter un poster. Nous sommes présents aussi dans les congrès, et nous réfléchissons justement à la mise en place d'un logiciel qui pourrait nous permettre encore de travailler plus ensemble, et un logiciel qui est actuellement utilisé en fait par les urfistes et que nous pourrions adapter. Donc c'est vrai que les urfistes et le réseau des urfistes nous a inspirés dans ce projet collectif. Merci. Et l'ENSIB est très heureuse de travailler Tout à avec fait, le réseau oui. de CRLC. Et Voilà. l'ENSIB également nous a aidés. Bien, alors de ce premier échange, donc vous avez pu présenter vos établissements, mais vous avez également élargi en présentant vos évolutions à court terme, les événements qui vous ont impacté ces derniers temps, vos prochaines échéances et vos échéances, pardon, et vos chantiers en cours. Donc je voudrais qu'on passe maintenant à un deuxième temps d'échange, sur les perspectives plutôt à moyen et long terme. Donc je vais aux uns et aux autres vous poser un certain nombre de questions. Je vais les donner maintenant. Je ne sais, vous ne les retiendrez pas nécessairement toutes, et puis il n'est pas nécessaire de répondre à toutes. C'est simplement pour vous donner des indications. Les questions que je voudrais vous poser sont celles-ci. Comment vont évoluer les métiers auxquels vous préparez ces prochaines années? Est-ce que vous avez une connaissance assez précise justement de l'évolution de ces métiers, et comment constituez-vous cette connaissance pour adapter vos formations à ces métiers? Comment intégrer de nouvelles compétences dans les maquettes de formation? Alors là, on reprend une discussion qui a déjà eu lieu hier, qui est une discussion essentielle, je pense que pour tous les établissements de formation. Si on ajoute des compétences dans les maquettes de formation, qu'est-ce qu'on retranche dans ces mêmes maquettes de formation, sauf à vouloir allonger indéfiniment la durée des formations? Troisième type de question, quelle modalité d'évaluation, non pas des élèves ou des étudiants, puisqu'on en a déjà parlé, elle diffère, c'est normal, mais quelle modalité d'évaluation des enseignements, des formations? Quel dispositif avez-vous mis en place ou avez-vous l'intention de mettre en place pour évaluer les formations? Quatrième question, quel accompagnement des élèves et étudiants? Qu'est-ce que vous faites pour les accompagner? C'est une question, je pense, que toutes les écoles se posent. Est-ce que vous avez une doctrine? Est-ce que vous avez déjà des dispositions, des dispositifs en place? Est-ce que vous pensez qu'il y a des directions dans lesquelles il est préférable d'aller et d'autres qu'il vaut mieux éviter, etc. Est-ce qu'on peut faire ça seul? Est-ce qu'on peut le faire si on est, par exemple, dans une structure universitaire avec l'université, etc. Je ne vais pas, quand même, alourdir trop la bague, donc j'aurai simplement deux autres questions que vous pouvez évoquer éventuellement dans vos réponses. Comment articuler la formation initiale et la formation continue, la formation tout au long de la vie? Quel lien faites-vous entre les deux? Et enfin, parce qu'il y a été fait allusion en particulier par Claire Denecker, et parce que je pense que ça nous intéresse tous, même l'INET, puisque l'INET en fait a un Master 2 avec une
l'université, donc dans le cadre du cycle supérieur de management. Quelle relation avec l'université, avec l'enseignement supérieur, y compris donc pour les établissements qui ne sont pas sous la tutelle, en mettant les guillemets, de l'enseignement supérieur. Alors je propose d'intervenir dans le même ordre que pour le premier tour de table. Donc Jean-Michel Legnaud, si vous voulez bien essayer de répondre à ces trop nombreuses questions. Oui, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes. Je commencerai par la dernière, parce que ça me permettra de rebondir par rapport à ce que j'avais dit en antécédent. C'est-à-dire que j'ai décrit le cycle de formation des élèves fonctionnaires concourant vers le diplôme d'archiviste paléographe, mais nous avons d'autres cycles de formation, un cycle de formation de master, un cycle de formation de doctorat et un cycle de formation continue. Le master est résolument tourné vers les technologies numériques. Il va d'ailleurs se développer considérablement dans le cadre de la commu à laquelle nous adhérons, la commu PSL, et en rapport avec d'autres établissements universitaires, le PHE et l'École pratique des hautes études et le HESS en particulier. Il s'agira d'étendre finalement le concept d'humanité numérique aux autres spécialités qui ne sont pas seulement celles du Moyen-Âge, si vous voulez. Les antiquités sémitiques, les antiquités égyptiennes, classiques, etc., ont toute vocation à entrer dans le domaine des technologies numériques. Alors vous me direz que c'est quelque chose d'extrêmement pointu et spécialisé, mais ça répond parfaitement aussi à la nécessité du métier, qui est de s'intéresser tout de même à des aspects extrêmement pointus du patrimoine public. Concernant la formation continue, nous avons fait ces dernières années des développements considérables. J'indiquerai deux éléments. D'abord, une convention avec l'INET qui a permis du côté de livres anciens de diffuser un enseignement. Et d'autre part, nous avons mis en place, avec un certain succès, en tout cas au moins pour la première année, la VAE. Ça va faire 2 ans, donc nous ne sommes pas encore en état de pouvoir donner un élément, faire un observatoire à partir de cela, mais ça va nous permettre tout de même d'avancer. Alors, pour reprendre la première question, l'évolution des métiers, est-ce que nous avons une idée bien claire? Alors, je dois dire que je dois confesser, mais sans vergogne, que pas vraiment. De toute façon, qui peut l'avoir vraiment, c'est pas évident. On aurait plutôt une idée de l'évolution des patrimoines. Bon, par exemple, l'enseignement de l'histoire du livre s'est orienté depuis la nomination de Christophe Gauthier plus résolument en direction des collections audiovisuelles, patrimoine cinématographique, ce qui était fait avant, mais qui n'était pas fait de façon autant systématique. Toutefois, si nous n'avons pas eu des contacts avec l'ENSID comme nous en avons aujourd'hui, et je m'en réjouis, nous avons tout de même nous en avons eu avec la BNF en participant à peu près tous les ans à une journée d'études qui concerne tout de même les métiers ou l'évolution des bibliothèques. Enfin, ce partenariat d'ailleurs avec la BNF est censé il va se développer, puisque maintenant nous aurons des relations de voisinage extrêmement étroites, puisque seront de part et d'autre de la rue de Richelieu, et même, je dirais, des relations d'affaires, puisque nous serons, entre guillemets, les locataires de la Bibliothèque nationale de France. Donc nécessairement, nous allons mettre en place un programme pluriannuel avec ce qu'il est convenu de désigner sous le nom de quadrilatère pour développer des activités dans ce sens. Concernant les modalités d'évaluation des enseignements, c'est une question qui est évidemment toujours extrêmement délicate. Nous avons mis en place, c'était l'un de mes prédécesseurs, mis en place un dispositif d'évaluation des enseignements. Je me souviens qu'au début, ça avait créé des grincements de dents. Ça n'en crée plus maintenant. Donc j'en déduis, probablement parce que j'ai toujours mauvais esprit, que le système d'évaluation s'est adouci et qu'il est peut-être moins efficace qu'avant. Mais effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante
ne serait-ce que pour comprendre comment l'enseignant sort de la répétitivité de son discours par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et je dois dire que c'est pour moi l'un des grands paradoxes de l'enseignement à l'École des Chartes, mais ça concerne aussi, d'une certaine façon, d'autres écoles d'application, pas toutes peut-être, à partir du moment où nous recrutons des professeurs titulaires. À partir du moment où ces professeurs titulaires sont recrutés pour partie parmi les professionnels, eh bien, il arrive un moment où le professionnel a un savoir de professionnel qui est déphasé par rapport à la réalité. Et à ce moment-là, il n'est plus efficace. Alors, dans les établissements qui n'ont pas de corps professoral fixe, la solution est trouvée facilement. Dans ceux qui ont un système analogue à celui de l'enseignement supérieur, eh bien, ça me pose une question. Je le dirais simplement pour moi-même. Je me flatte d'avoir une double spécialité, non seulement de l'histoire de l'art, mais de spécialité de gestion du patrimoine monumental que j'ai tenu pendant un certain nombre d'années. Bon, je me suis évertué de tenir la plume et de garder l'actualité pendant des années sur ce secteur-là qui évolue tout de même assez vite. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je me sens déphasé. Donc je pense que les spécialistes d'autres secteurs patrimoniaux, passés 10 ans, sont déjà en difficulté s'ils n'ont pas continué ce qui est nécessaire. On ne peut pas être à la fois universitaire, chercheur dans un domaine de recherche et continuer d'être au top de la gestion de son métier quand on n'a plus de responsabilité dans le métier lui-même. Et ça pose évidemment, c'est une question qu'on peut poser. Bon, je peux m'arrêter là, si vous voulez, pour laisser la parole à... Vous pourrez reprendre... Oui, ça marche pas. Philippe Barba, pour l'INP. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Sur la connaissance de l'évolution des métiers, nous n'avons pas d'outils statistiques précis ou objectifs. En revanche, l'INP, moi-même et mes collaborateurs de la direction des études sommes en contact constant, souvent formalisé d'ailleurs par des réunions périodiques avec les employeurs. Et les employeurs, c'est la fonction publique territoriale, la fonction publique de l'État et donc nommément d'une part le CNFPT évidemment, mais aussi des présidents d'établissements publics, des grands directeurs qui, par le dialogue, vont nous indiquer, je dirais, ce qu'ils perçoivent des tendances d'évolution du métier. Donc c'est à partir de ça, pour être très concret, en année N-1, à partir de ce qu'on peut construire et saisir de ces évolutions, que nous faisons effectivement évoluer notre scolarité et évolution que nous soumettons par ailleurs à l'avis du conseil scientifique de l'INP que préside d'ailleurs Jean-Michel Legnaud. Sur le fond, sur les tendances d'évolution du métier, j'irai très vite. Je verrai 5 ou 6 axes essentiels. Premier axe, une attente sociale de plus en plus forte vis-à-vis du métier de conservateur. Le métier de conservateur est un métier, c'est pas ici que je vais vous le dire, qui est tourné vers le public essentiellement, et je sens en particulier depuis les événements tragiques que notre pays a connus en 2015, et je le sens et je ne suis pas le seul, une attente très forte de la collectivité vis-à-vis de celles et ceux qui détiennent un savoir très riche et un besoin du coup de transmission de ce savoir pour rendre ce patrimoine, pour accomplir au fond la promesse initiale du ministère de la Culture, rendre les chefs-d'œuvre de l'humanité accessibles à tous. Mais je crois que cette attente est plus forte que jamais. Le contexte de crise, je ne m'étale pas là-dessus, diminution des moyens financiers et budgétaires. Il faut des professionnels qui soient capables de gérer cette situation-là, de s'adapter, de continuer à proposer des idées, des projets dans ce contexte-là. Un contexte qui est plus concurrentiel aussi qu'autrefois. Il y a d'autres professions qui s'intéressent au métier, qui étaient faits autrefois plus ou moins exclusivement par les conservateurs, des universitaires, des administratifs. Tout ça, c'est aussi une réalité. La montée de l'interdisciplinarité. Je crois que l'interdisciplinarité est quelque chose qui devient aujourd'hui absolument essentiel et on le vit notamment dans le cadre des communes. L'INP appartient à la commune ESAM. On voit bien qu'au sein même d'une commune et au-delà avec des établissements amis, on voit bien toute la richesse des rapprochements et surtout toute la nécessité face à des projets qui sont de plus en plus interdisciplinaires.
La dimension internationale, évidemment, facteur de concurrence accru pour les postes, mais aussi opportunité extraordinaire d'exportation de ses propres connaissances et de son savoir-faire et d'enrichissement des parcours. Et je termine avec le dernier point, c'est la mobilité, évidemment, question qui va devenir de plus en plus essentielle. Et Jean-Michel Legnoux y faisait allusion sur les questions de durée. Je pense qu'en effet, c'est une question qui va devenir centrale. On ne peut plus, sans doute, aujourd'hui, construire une carrière intégrale sur le même poste, comme moi j'ai connu il y a quelques années encore dans le métier de conservateur. L'évolution des maquettes de formation, nous l'avons fait en 2016 en créant 3 nouveaux modules dans l'enseignement de l'INP. Un module sur la déontologie, donc justement pour donner du sens, déontologie du métier de conservateur, mais au-delà déontologie du service public. On l'a appelé le sens de l'engagement. C'est quelque chose que nous avons conçu conjointement avec l'ENA dans le cadre de la Commu ESAM, pour lequel nous avons obtenu un financement qui a été mis en place à partir de 2016. Donc valeur du service public et valeur aussi du métier de conservateur, sans opposer les deux, mais en montrant la complémentarité entre ces valeurs. Développer les enseignements de management pour les conservateurs de l'État, puisque les enseignements de management pour la fonction publique territoriale sont assurés par l'INET, et créer enfin un enseignement de communication pour que nos étudiants non seulement sachent s'adresser aux médias, ce qui est une chose qui peut évidemment intervenir dans la carrière de tout le monde aujourd'hui, mais aussi sachent communiquer en interne, faire passer leur message. Sur les questions d'évaluation, nos élèves évaluent les formations et par ailleurs, évidemment, nous avons un travail constant d'évaluation des formations à partir, nous je veux dire la direction des études, à partir évidemment des évaluations des élèves, mais pas seulement. L'élève est un bon évaluateur, mais il ne doit pas être la seule référence. Il faut avoir le courage de le dire. Parfois, il y a des formations qui apparaissent comme, et on l'a tous vécu, comme inintéressantes. Et en réalité, on s'aperçoit avec le temps qu'elles étaient extrêmement utiles. Donc, la voix des élèves. Et puis, évidemment, notre propre travail d'évaluation dans un contexte où, en effet, comme le disait Jean-Michel Legnaud, nous avons un corps d'enseignant, pas de corps d'enseignants pour les conservateurs. Et donc, on a une certaine souplesse de ce point de vue-là. Sur l'accompagnement des étudiants, les idées que nous évoquons actuellement, c'est effectivement les questions, j'ai fait allusion au début de mon intervention, de parrainage. Je pense que c'est un sujet qui va monter de plus en plus. Donc comment, au-delà de cette formation d'application que nous délivrons, guider les premiers pas d'un étudiant et qui devient un professionnel. Et puis également la question du rôle de l'association des anciens élèves. Nous soutenons fortement la relance de cette association au sein de l'INP. Il y a là aussi un levier de transmission qui me paraît absolument essentiel. Formation initiale, formation permanente. Les 3 nouveaux modules de formation initiale, nous les déclinons en formation permanente, donc déontologie, management, communication. On a déjà fait le module déontologie qui a d'ailleurs très bien marché. Et donc avec l'idée que effectivement les deux se complètent, les deux dialoguent ensemble et qu'on marche du même pas en quelque sorte sur ces 2 terrains. Enfin, sur les relations avec l'enseignement supérieur, donc d'une part, évidemment, l'INP, dans son volet formation des restaurateurs, est évalué par l'AERS et donc est en quelque sorte sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous participons à une commu donc, qui est ESAM, dont l'université principale est l'Université de Paris 1, avec laquelle d'ailleurs il y a une convention qui a été conclue par mon prédécesseur pour des parcours doctorants en formation continue. Et donc voilà les formes que prennent ces partenariats actuellement, mais je pense qu'il y a énormément de développement encore à trouver. Et je terminerai justement par cet exemple de la co-construction du module sur la déontologie, où on voit bien que quand on rapproche finalement 2 instituts qui ont des problématiques semblables, c'est comment faire réfléchir finalement, comment faire en sorte d'avoir des hauts fonctionnaires qui sortent de ces écoles en ayant non seulement des compétences, mais aussi un regard réflexif sur leur pratique professionnelle, sur ce qu'est aujourd'hui et demain le fait de s'engager pour le service public dans une société comme la nôtre, et donc justement de construire ça avec d'autres écoles de service public qui ont les mêmes préoccupations et je pense les mêmes enjeux. Merci beaucoup Philippe Barba. Je profite du fait que vous mentionnez le service public et les écoles de service public pour préciser que nous, effectivement, l'INP comme l'ENSIB et comme l'INET est membre du réseau des écoles de service public, le RESP, qui est un réseau actif qui comprend maintenant une 40aine d'écoles. Et pour l'ENSIB, mais je pense que pour vous deux aussi, c'est effectivement un lieu de coopération tout à fait important.
Alors, je change un petit peu l'ordre de la prise de parole, mais parce que je pense qu'il est intéressant d'entendre les écoles l'une après l'autre. Donc, je donne la parole maintenant à Dominique Lagrange pour essayer de répondre aux questions que j'ai posées. Je rejoins mes collègues sur un certain nombre de points. Évidemment, l'évolution des métiers est liée aussi à une évolution du contexte d'exercice, à des effets conjoncturels. La contrainte budgétaire qui est forte et durable, elle a un double effet. C'est d'une part, évidemment, de nous poser un certain nombre de difficultés dans les collectivités sur le fonctionnement et la mise en œuvre des projets, mais aussi de re-questionner le sens et le périmètre de l'action publique. Donc là, on est complètement dans le cœur de métier des cadres dirigeants, qui est de contribuer auprès des élus à définir cette action publique. Donc c'est une contrainte qui est forte. Ces élus qui attendent aussi plus d'intégration des politiques publiques, moins de politiques publiques en silo, plus d'interaction entre éducation, culture, sport, jeunesse, avec une pression quand même assez forte sur cette transversalité qui est attendue. On a évoqué la place de l'usager avec une demande des usagers de toujours plus de services publics. Dans des conditions qui sont quelquefois difficiles et pas forcément d'ailleurs souhaitables d'assurer. Donc trouver le lien avec cet usager qui est exigeant et qui en même temps ne va plus voter. Comment reconstruire avec lui les services publics et les missions de services publics qui leur sont destinées. Donc ça c'est un volet à mon avis essentiel de ce qui se profile à l'horizon. Je rejoins mes collègues sur le partage des valeurs de service public, sur les questions de laïcité, de non-discrimination, sur le sens que peut prendre l'engagement, un engagement d'être fonctionnaire, d'être donc acteur du service public et non pas comme un vieux fond de sauce qu'on a lu une fois pour passer le concours, mais re-questionner à l'aune des décisions quotidiennes que les cadres sont amenés à prendre. Alors ça a évidemment des effets ce que j'évoquais comme école pluridisciplinaire l'INET, ça va dans le sens d'un repositionnement justement des conservateurs dans les circuits de décision des collectivités. Lorsqu'on forme ensemble sur un socle commun des cadres de différentes cultures d'origine, mais qui ont cette connaissance les uns des autres, cette habitude de coopération, ces valeurs partagées, on fait quand même le pari que lorsqu'ils seront en situation dans les équipes de direction, ils se parleront mieux, ils bénéficieront plus de la valeur ajoutée que représente l'identité professionnelle de chacun. Et j'insiste là-dessus, même si la formation des élèves administrateurs préexistait à l'INET, l'idée est bien une école pluridisciplinaire qui conserve, qui même accompagne la construction d'identités professionnelles distinctes, car la valeur ajoutée des équipes de direction, elle est là. Loin de nous l'idée de cloner un cadre d'emploi sur ceux qui seraient également formés à l'INET. Donc j'ai évoqué ces axes d'évolution. Alors évidemment, la question de savoir qu'est-ce qu'on ajoute et qu'est-ce qu'on enlève, c'est le casse-tête de tous les directeurs de la formation. Je crois que le numérique peut aussi nous permettre de faire glisser certains enseignements qui sont encore peut-être des apports de connaissances vers de la formation à distance ou tout du moins des outils adaptés. À la question de quel accompagnement avec les élèves et les étudiants, c'est une question importante qui fait lien d'ailleurs avec la formation initiale et continue. Dans le système FPT, je vous rappelle que le fonctionnaire, même s'il est lauréat d'un concours et s'il a suivi la scolarité, doit trouver son poste. Et c'est lui qui va ensuite se faire recruter. Et c'est lui qui va se vendre dans les collectivités. Donc l'élève, il est acteur de sa compétence, de la construction de cette compétence, et ça positionne donc tout à fait différemment par rapport à d'autres écoles que je vois régulièrement, la posture finalement de l'élève, la posture de l'apprenant dans le circuit de formation. Ça renvoie à la question de l'évaluation, puisque si nous évaluons les formations à chaud et puis en fin de scolarité,
nous ne procédons pas à un système de classement qui n'aurait pas beaucoup de sens compte tenu de la liberté, de la libre administration des collectivités à recruter sur profil et non pas forcément dans un ordre de classement. Cet accompagnement, nous avons mis en place avec nos collègues de l'ENSIB et de l'INP un conseil de professionnalisation. Il s'agit d'une commission de pairs, donc de conservateurs ou d'administrateurs le cas échéant, qui rencontrent 4 fois dans l'année les élèves. On ne va pas aller vérifier à ce moment-là des acquis de connaissances, mais on va vérifier les postures, les aptitudes, les savoir-être pour occuper les postes de direction. Et ce conseil de professionnalisation a une fonction de conseil sur les choix de formation, puisqu'il y a une part de personnalisation de la formation. Il va y avoir aussi un conseil sur l'accompagnement vers l'emploi. Et cette fonction de conseil et d'orientation formative, elle est me semble-t-il, peut-être un des chaînons manquants pour le lien entre la formation initiale et la formation continue. Je terminerai peut-être là-dessus. On observe quoi en ce moment? On a des élèves qui font 18 mois de formation dans nos écoles, et puis je ne sais pas comment c'est chez vous, mais après ils disparaissent. On ne les voit plus pendant 7-8 ans, et puis ils reviennent. Et il y a une espèce de blanc, et finalement on s'est assez peu occupé de leur prise de fonction, parce qu'ils sont sortis de notre système école. Et on a aussi des réponses un peu monochromes en termes de formation. Or, si on est dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, où c'est finalement le professionnel qui prend en charge au quotidien son apprentissage, parce que finalement on apprend beaucoup par expérience, on apprend des autres, on apprend un petit peu en formation, qu'est-ce qu'on donne en dehors des stages traditionnels dans nos écoles? Et il me semble qu'on a vraiment à réfléchir à quelle est l'offre de formation continue, post-formation initiale, et plutôt que de parler formation, moi j'aurais plutôt envie de parler de termes qui ne m'appartiennent pas, mais qui sont ce qu'on appelle des écosystèmes d'apprentissage. Trouver, sous une forme ou sous une autre, des réponses aux besoins professionnels qui sont rencontrés sur le terrain. Un cadre apprend en situation sur ses objets de travail, sur les difficultés qu'il rencontre, à partir de l'apprentissage des autres. D'où les effets de réseau qui sont très importants avec les e-communautés que nous allons développer, les e-communautés apprenantes, l'ensemble des ressources que permet le numérique, avec les wikis qui se développent beaucoup, les MOOC peut-être, encore qu'ils sont contraignants, ils sont longs et il y a beaucoup de déperditions. Bref, toute une économie finalement de cette formation continue qu'il nous faut revisiter de manière à fournir cet environnement qui permet au cadre en situation de ne pas perdre le souffle du professionnel en formation tout au long de la vie. Si on arrive à gérer cette rupture-là, je pense qu'on aura peut-être une partie résolue pour partie notre problème. Mais vous voyez que ça oblige quand même, à mon sens, à repenser quand même assez largement notre offre de formation continue, même si il y a des pistes tout à fait intéressantes que nous pratiquons actuellement. Oui, mais tout à fait. D'ailleurs, on l'a évoqué hier quand j'ai parlé du continuum de formation. Je suis sensible aussi à ce que disait Philippe Barba à propos du réseau des anciens élèves, parce que pour nous, c'est une préoccupation. Il faut qu'effectivement, on maintienne un lien avec les élèves, parce que ce lien nous apporte beaucoup, puisqu'en fait, il nous apporte le retour d'expérience ensuite des élèves. Alors, du côté du réseau des CRFCB, puis du réseau des urfistes, est-ce que quelques-unes des questions que j'ai posées vous parlent? Alors, toutes les questions nous parlent bien sûr. Il faut que je sois rapide. Comment le métier va évoluer ces prochaines années? Voilà, moi je ne suis pas voyante, mais ce dont on est certain, c'est que le métier va évoluer. Il a évolué depuis le départ, donc le métier s'est toujours adapté. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des associations professionnelles qui nous permettent cette adaptation, donc on sait que ça va évoluer. Ce sont d'ailleurs les professionnels qui font évoluer le métier. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que CRFCB, on est très attentif à notre public, on écoute la parole de notre public, et notre public, ce sont les professionnels. Donc on a des réunions avec les correspondants formation, dont Françoise Truffert a eu raison de rappeler qu'ils sont très importants pour nous,
pour travailler sur nos programmes. Au niveau de la demande des collègues dans l'enseignement supérieur. Et puis nous avons également des réunions en ce qui concerne les territoriaux avec le CNFPT, les associations professionnelles et puis les structures pour le livre, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, les centres régionaux pour le livre. Les structures, les régionales, j'allais dire les agences, les structures régionales pour le livre, voilà, merci beaucoup. Et voilà, donc on se réunit, on se met autour d'une table, on discute de l'offre, vraiment on fait de la coopération, et je pense que ça, dans les évolutions, c'est à noter. Ça me semble vraiment très très important. Alors bien sûr, dans un contexte économique difficile, c'est absolument nécessaire. Il faut partir de la demande. On ne peut pas répondre à tout, mais peut-être en se mettant à plusieurs, on arrive à aller plus loin. Ça, je crois que ça a déjà été dit. Donc on part de la demande. Et puis notre public nous dit aussi, mais on veut que vous fassiez une offre. On veut que vous nous disiez, voilà, quelles vont être les évolutions du métier, qu'est-ce qu'on va faire demain, et que vous nous formiez à ce qu'on va faire demain. Il faut anticiper, il faut qu'on soit dans l'offre. Et là, on peut être dans l'offre et vraiment rencontrer un public qui est prêt à une nouvelle offre, à entendre un certain nombre de choses. Et puis parfois, faut accepter de se tromper, de se dire on était trop en avance, ou c'est pas le bon moment, ou il faut le faire autrement, etc. Donc voilà, on va être des médiateurs entre l'offre et la demande. Comment intégrer de nouvelles compétences dans les maquettes de formation ? Vraiment, moi je pense que bien sûr c'est en formant des experts formateurs, je crois que les collègues l'ont un petit peu dit. Nous avons des professionnels, généralement ils sont également formateurs, donc double compétence. Mais en plus, aujourd'hui, on leur demande de se former aux innovations pédagogiques, à la formation à distance, au tutorat, aux méthodes participatives. On a eu un petit exemple l'autre jour. Bien, il va nous falloir former ces professionnels formateurs, les accompagner aussi, pour qu'ils puissent eux-mêmes transmettre les évolutions. Ça me semble indispensable. Sur l'évaluation, bien sûr, toutes les formations qu'on propose sont évaluées. Hein. Nous faisons des évaluations à l'issue de tous les stages. Concernant les préparations concours, c'est la même chose. Les préparations concours en réseau, nous avons au sein du réseau un poste de chargé d'évaluation des préparations concours en réseau. Donc voilà, tout est organisé autour de l'évaluation. L'articulation entre la formation initiale et la formation tout au long de la vie. C'est vrai que les journées d'études, les congrès des associations professionnelles, les journées d'études, les rencontres comme celles qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion pour le futur professionnel de rencontrer le professionnel qui lui est en formation continue, et le futur professionnel de voir ce qui se dit, ce qui se passe dans le métier, de prendre conscience qu'il existe des réseaux également. Donc voilà. Bon, ce sont quelques pistes. Hein. Évidemment, je ne développe pas pour laisser la parole à Claire. Alors, dans le réseau des urfistes, ces questions-là nous préoccupent aussi, peut-être de manière encore plus prégnante, parce que l'IST est un secteur qui évolue en ce moment de manière considérable. On entend dire que la science et la recherche sont maintenant rentrées dans un 4e paradigme, qui est celui de la donnée. Et donc ça l'a bien entendu impacte et interroge tous les professionnels de la documentation et de l'information que nous sommes, où placer l'information et la gestion de la donnée dans cet écosystème. Sur le terrain de la formation, on assiste aussi, je pense, à des alignements de services avec des enjeux économiques considérables. Donc on voit là des gros acteurs qui rachètent des services de formation. Ça a été le cas de LinkedIn récemment, qui vient de s'adjoindre les compétences d'un service de formation en ligne. Ça vient d'être le cas d'Elsevier, qui a racheté également un réseau social académique. On voit bien que là, il y a des orientations fortes pour aligner des services autour de la formation. Donc tout cela nous préoccupe et nous impacte beaucoup. Comment procédons-nous au quotidien pour nous informer, nous tenir au courant, nous former de toutes ces problématiques, puisque c'est ce qui nous
anime de manière très très régulière. Je dirais que nous faisons réseau et que nous essayons le plus possible d'agréger des compétences et de travailler avec des acteurs. Alors Sophie a signalé tout à l'heure le produit qui a été développé dans les Urfistes. Je voudrais vous en dire un petit mot parce que c'est une plateforme de gestion des stages que nous avons fait développer avec le soutien du ministère et qui a vocation à être utilisée par tous les formateurs que vous êtes et par tous les services de formation. Nous l'avons fait développer, le code source est accessible à tous, hein, c'est un outil du libre, il s'appelle SIGEFOR, et nous pensons qu'au travers d'outils de ce type-là, eh bien, on peut créer des communautés autour de la formation et des communautés autour de problématiques qui sont les nôtres en tant que formateurs. Il me semble aussi, pour continuer la réflexion de M. Lagrange, autour de l'accompagnement de l'apprenant, du stagiaire, on dit comme ça dans les Urfistes, que nous pourrions avoir intérêt à comprendre un petit peu mieux les processus socio-cognitifs qui sont à l'œuvre dans les modalités d'apprenance. Aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment comment fonctionnent ces modalités d'auto-apprentissage et pourtant, tous les services que nous rendons, que ce soit en formation continue, en formation initiale et en tutorat, en accompagnement des agents dans leur poste, il est clair que la personne, l'apprenant, fait une partie du travail. Et nous ne savons pas bien ce qui se passe. Alors je pense que nous aurions intérêt à connaître ces processus parce que ça nous permettrait très certainement de mieux accompagner la préparation en formation, le suivi de la formation et l'apprentissage tout au long de la vie. J'ai essayé de faire court. Très très bien, mais c'est court. Bon. Merci beaucoup. Alors, donc ça va être maintenant le dernier round avant que je me livre à l'exercice très bref, je vous rassure, d'avance de la conclusion. Je vais vous poser une dernière question et vous avez entre 1 minute et 1 minute et demie pour y répondre. En fait, voilà, la question, je la formule comme ça. On a maintenant, je pense, chacun en tête un paysage national, alors, international grâce à Anna Maria Tamaro, mais on va rester là sur le territoire français. On a donc dans la tête un paysage national de la formation ou des formations à ces métiers que j'ai baptisés métiers cousins en me référant à Michel Melot. Vous projetez dans effectivement votre cinéma intérieur la carte et la question que je vous pose est, dans cette carte, est-ce que vous voyez des zones d'ombre comme il y a des zones d'ombre dans la couverture réseau en 3G ou 4G? Ou est-ce que vous pensez que la carte, en fait, couvre bien tout ce qu'elle doit couvrir? J'espère que ma question est compréhensible. Hein. En d'autres termes, est-ce que vous pensez que dans le paysage tel que nous le vivons, donc tel que nous l'offrons à ceux qui veulent être formés et qui veulent ensuite se préparer à un cursus, à une carrière, est-ce que nous proposons tout ce qu'il faut proposer et dans le bon ordre? Parce que moi, je suis un peu suisse à 20%, et donc j'aime bien les paysages en ordre. Alors, on commence par Jean-Michel Legnaud, 1 minute et demie. Bon, il s'agit de répondre tout à trac. Je ne suis pas sûr qu'on réfléchisse à tout et je ne suis pas sûr, moi je prendrai la question sous l'angle du public. Et je ne suis pas certain qu'on prenne en compte véritablement la réalité du public. Je m'interroge sur, puisque maintenant l'offre va être très largement dématérialisée, je m'interroge sur la capacité de la totalité du public à pouvoir accéder à une offre dématérialisée. De la même manière que le retraité rural sera incapable de remplir sa feuille d'impôt dématérialisée, de la même manière, on risque de créer, en continuant nos élucubrations tout à fait légitimes dans le domaine de la dématérialisation de l'information des bibliothèques, nous risquons de créer une coupure avec tout un public qui va se trouver, pour des raisons matérielles, parce qu'il ne pourra pas acheter de matériel, pour des raisons peut-être intellectuelles aussi, dans l'incapacité d'accéder à des données qu'il lui était facile d'avoir. Dans le fond, le bibliobus, c'était plus simple. Bon, et là, ça sera beaucoup plus compliqué. Bon, je pose cette question parce que je dois dire que depuis plusieurs semaines, j'ai pris conscience de cette affaire-là et je la trouve assez taraudante. Et donc, je la mets sur la table
comme l'un des trous noirs potentiels dans le paysage alpin ordonné de notre président de table ronde. Très rapidement, pour ma part, peut-être deux idées sur ce terrain. Alors, la première, je l'ai déjà un peu évoquée. Je crois qu'on a vraiment un enjeu aujourd'hui autour de l'interdisciplinarité. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de projets de politique publique qui se présentent en des termes interdisciplinaires. Je prends un exemple. Dans le cadre de la Commu-ESAM, un projet avait été proposé sur l'aménagement de l'estuaire de la Seine. L'aménagement de l'estuaire de la Seine, c'est des ingénieurs, c'est des géographes, c'est des architectes, mais c'est aussi évidemment des gens, j'allais dire, du patrimoine, conservateurs, restaurateurs, parce que quand on aménage un lieu comme ça, il y a aussi une histoire qui est derrière. Et donc en effet, comment, j'allais dire, franchir le Rubicon, je ne sais pas quel terme employer, pour que cette interdisciplinarité devienne naturelle pour les étudiants qui sont issus de nos formations. Et donc là, je crois qu'en effet, il y a encore sans doute des marges de progression. Et puis la deuxième idée, alors pour continuer ce que disait Jean-Michel Legnaud, mais sous un angle différent, alors moi je me tourne vers les très jeunes, parce qu'il se trouve que j'ai des enfants relativement jeunes, et je suis parfois très perplexe quant à la forme que nous donnons aujourd'hui à nos enseignements par rapport à des générations qui effectivement, alors au contraire des cas que citait Jean-Michel Legnaud, sont vraiment nés avec des outils numériques entre les mains, donc n'auront pas le même rapport à l'apprentissage, n'auront pas non plus le même rapport, ce qui concerne beaucoup le patrimoine, à l'objet, avec une forme d'interchangeabilité entre le virtuel et le réel, et n'auront pas non plus le même rapport au travail et à la manière dont on va se situer dans un univers professionnel qui va, et je vais dire des banalités, mais devenir de moins en moins vertical et sans doute de plus en plus horizontal, avec des notions de travail en réseau, de travail en équipe qui vont beaucoup se développer. Et donc moi, c'est sur ces deux axes-là que je verrai des marges d'amélioration de nos formations tout à fait nécessaires. Alors, concernant les zones d'ombre, moi, je pense à mes collègues documentalistes dans les laboratoires de recherche, dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, et à d'autres personnes qui sont amenées à tenir des fonctions documentaires dans différents types de services. Je pense que tous, nous avons des représentations qui nous parlent de cela. Comment faire pour intégrer ces personnes dans nos offres de formation? Voilà, ça c'est une de nos questions. Je pense aussi que par rapport à l'offre considérable et à l'explosion du numérique, il nous faudrait peut-être replacer l'humain là où il a à être, et peut-être aussi à accompagner les formateurs. Donc nous n'avons pas beaucoup parlé des formateurs pendant ces 2 journées. Je crois qu'il faut aussi inventer des modalités pour leur permettre de prendre en main leurs fonctions et de les assumer dans un sens professionnel. Alors pour moi, la zone d'ombre, elle est dans 3 tentations. D'abord dans une offre riche, on l'a vu, en matière de formation des professionnels, la tentation de vouloir nous mettre en concurrence. Et ça, je crois que c'est vraiment la coopération qui va permettre d'harmoniser ce que nous proposons. Il faut pas s'excuser de proposer une offre si riche. La deuxième tentation, c'est l'auto-formation. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, ça coûte cher, donc on va demander aux gens de s'auto-former chez soi, en plus, en dehors de son temps de travail, etc. Ça, c'est une tentation qui peut être très séduisante. Et la troisième tentation, c'est la tentation de l'adéquationnisme, c'est-à-dire adapter les formations à l'emploi recherché pour qu'on soit directement opérationnel. C'est ce qui se pratique à Pôle emploi. Et on l'a vu dans les interventions des uns et des autres. C'est vrai que ce serait intéressant de développer des compétences plutôt transversales pour pouvoir s'adapter. Voilà, ces compétences transversales, ça demande du temps. Là encore, je reviens encore sur ce point. Et bien, ce temps, peut-être que nous l'avons davantage dans ce qu'on appelle nos formations longues, qui sont aujourd'hui les préparations concours ou les formations initiales. C'est vrai qu'on l'a moins en formation continue et c'est souvent dommage. Merci. Le dernier mot à Linette. Un problème avec ce bouton de micro.
Les zones d'ombre, j'ai envie d'évoquer celles qui sont de toute façon à l'ombre parce qu'elles sont derrière le rideau. Et ça renvoie peut-être plutôt à notre pratique d'école finalement, d'application. Je rejoins ce qu'ont dit nos collègues des urfistes sur les questions de mode d'apprentissage des adultes. Il me semble que là, on a à revisiter, à explorer ce que sont les modes d'apprentissage des adultes et à l'aune du développement, par exemple, du numérique, mais pas que. Donc je crois que ça, c'est la réflexion pédagogique et me semble-t-il, à partager entre écoles, et c'est un point qui me semble intéressant, et qui renvoie évidemment à la formation des formateurs, sujet compliqué, même si beaucoup de choses sont expérimentées, et l'enjeu est peut-être fortement d'acculturer et beaucoup d'expérimenter, et puis de partager. Il me semble qu'il y a trois pistes à poursuivre. Il me semble qu'il y a quand même dans la zone d'ombre un éclairage qui nous a été apporté par ces estivales de l'ENSIB en termes de prospective. Et là aussi, ça peut être intéressant que les écoles de la culture, on va dire, puissent partager cette vision un peu prospective des métiers et de l'action publique dans le grand champ de la culture. Donc trois pistes de collaboration qui me semblent pouvoir ensuite faire évoluer le front office, la scène. Et il me semble que ces travaux pourraient être menés pour partie, je pense en particulier à la prospective, avec les promotions d'élèves conservateurs territoriaux ou État, peut-être aussi les administrateurs, parce qu'on voit bien que les grands champs de préoccupation souvent se recoupent. Et c'est quelque part une perche tendue, une main tendue à l'ENSIB pour qu'on puisse éventuellement faire plancher les élèves de conservateurs d'État et conservateurs de bibliothèques sur des sujets comme ça lors de prochaines sessions communes et retrouvées. Nous saisissons bien volontiers la perche.